Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de l'agence créative Oiseaux Bondissants. Dans cette émission audio, on va à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Geoffrey Barraud, architecte social et solidaire, fondateur du cabinet Orpis Architecture et cofondateur de l'agence intercalaire à Toulouse. Architecte et ingénieur en génie civil, il est spécialisé dans l'occupation temporaire des bâtiments et des espaces inutilisés dans la ville. Il nous parle de plusieurs projets qu'il a portés, tels que la création d'un centre d'hébergement d'urgence dans des locaux appartenant à l'armée ou le montage d'un centre pour la Croix-Rouge visant à accueillir les sans-abri atteints du Covid-19. Il s'est donné pour mission d'habiter le déjà là, en profitant des moments intercalaires dans les grands projets immobiliers pour offrir des lieux d'accueil à de nombreuses initiatives positives. Vous l'aurez compris, Geoffrey travaille pour limiter l'étalement urbain et la construction à tout prix. Pour lui, il est impératif de limiter nos impacts écologiques liés au BTP et à la bétonisation d'espaces naturels et agricoles, tout en répondant à de nombreux enjeux sociaux, économiques et culturels. Nous verrons que rendre habitables provisoirement des bâtiments permet d'aller très vite, de limiter les dépenses à quelques milliers d'euros contre quelques millions pour une rénovation complète. Nous parlerons également de l'impact de la vacance des immeubles de bureaux, immenses bâtiments vides, figés dans le temps, qui peuvent se transformer provisoirement en tiers-lieux et zones d'accueil. À Toulouse, cette vacance immobilière représente près de 240 000 m². Nous conclurons sur la vision de Geoffrey sur le futur du métier d'architecte, le mouvement grandissant des tiny houses et le potentiel de synergie entre architecture et agriculture urbaine. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Geoffrey, tu es architecte et on pourrait se demander quel rapport avec le sujet du podcast, mais tu nous montreras au fil de l'interview que l'architecte a tout à fait son rôle à tenir dans la protection des écosystèmes, la limitation des pollutions et l'occupation de l'espace, évidemment. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je suis de formation ingénieur génie civil et architecte. J'ai 29 ans, en fait je vais avoir 30 ans cette année. Et tout le cursus qui m'a amené en fait à faire ce double diplôme d'ingénieur et architecte part dès que j'avais 8 ans, en fait, je me suis intéressé à l'architecture. C'est une vieille histoire, mais c'est toujours assez intéressant de me dire que dès que j'avais 8 ans, quand je suis parti en visite à Paris avec l'école primaire, j'ai été fasciné en fait par l'urbanisme et le mouvement en fait hygiéniste de l'époque avec Haussmann, et j'étais fasciné par tous les bâtiments, l'Opéra Garnier, et petit à petit en fait je me suis de plus en plus focalisé et intéressé à l'habitation, à l'habiter et à l'urbanisme. Et dès le plus jeune âge, je me suis orienté vers ce cursus d'architecture. Et je me suis rendu compte petit à petit aussi, en plus je grandissais, des défauts en fait qu'on peut reprocher à l'architecte qui est un artiste dans son coin, qui a sa signature et qui est pas du tout à l'écoute en fait des usagers et forcément du coup de l'environnement autour. J'ai voulu en fait me construire plus sur un côté technique à la base, d'avoir une certaine reconnaissance aussi dans le domaine en passant par le cursus en premier d'ingénieur génie civil pour basculer en fait en 3e année de formation d'ingénieur en architecture et avoir un peu plus de maturité pour construire la voie qui me paraissait la plus juste de mon côté et être vraiment satisfait à 100% de développer du coup des projets qui ont une grande attention en fait aux personnes pour qui on travaille, aux riverains, aux gens qui sont tout autour du projet, de voir comment les impliquer au maximum et du coup d'avoir une grande attention en fait à tout ce qui va être en lien avec les écosystèmes environnementaux, mais aussi les êtres humains qui sont autour et dans le projet. Là, tu nous parles un peu de ton parcours. Est-ce que tu as 2 agences d'architecture,
donc hors piste et Voilà. intercalaire. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est, pourquoi tu travailles dans 2 agences et Tout à un fait. petit peu des projets que vous menez? Oui. Alors, pour revenir en fait sur, j'aime bien parler en fait de l'historique pour pouvoir aboutir à où est-ce que j'en suis maintenant. Mais c'est vrai que je travaille du coup dans 2 structures différentes. À la base, c'était pas une vocation d'avoir 2 structures distinctes. Donc une partie assistance à la maîtrise d'ouvrage qui est agence intercalaire, où on est une coopérative où on est 6 associés. Et en parallèle d'être en SARL, en architecte maître d'œuvre, un peu la version traditionnelle, qui est donc inscrite à l'ordre des architectes et compagnie pour être dans les clous. En France, on se demande toujours, pour y arriver, il faut être dans les cases pour pouvoir être un pied de côté, en fait. Donc c'est un peu le but du jeu. Donc en soi, c'était vraiment à la base pour répondre au contexte juridique et légal en France, de pouvoir être inscrit à l'ordre et pouvoir collaborer avec des personnes qui ne sont pas architectes, qui sont urbanistes, spécialisées sur la question sociale, des personnes spécialisées dans l'économie sociale et solidaire et la concertation, vu qu'en France, pour pouvoir être inscrit à l'ordre des archis, il faut que la moitié des associés soient des architectes et inscrits à l'ordre pour pouvoir être une agence d'architecture. Donc du coup, on a été obligé en fait de dissocier les deux. Donc c'est ce qui m'a amené en fait avoir 2 structures. Mais en soi, l'intérêt de ce type de projet, c'est qu'on est parti du constat que la ville se construit de plus en plus éloignée des riverains et des habitants, que les projets sont dans une quelque sorte faussement en concertation avec les habitants, et qu'on voudrait trouver des nouvelles modes, des nouveaux procédés pour construire la ville. Et on passe par toute une phase qu'on appelle de préfiguration, où on occupe des bâtiments vacants pour pouvoir permettre aux habitants et aux personnes qui sont en recherche en fait, de locaux en ville à bas coût, à prix réel, où on paye juste les charges. Donc côté agence intercalaire, on cherche à chaque fois des bâtiments et des espaces vacants en ville principalement, pour les mettre à disposition à des personnes qui ont besoin de place pour démarrer une activité, que ce soit des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des artistes ou autres, pour développer leurs projets et petit à petit revenir sur le marché immobilier traditionnel de bureaux ou d'artisanat, et prendre le temps en fait, de cette occupation temporaire pour imaginer un meilleur projet de rénovation du bâtiment ou d'urbanisme, pour se donner le temps en fait, qu'on ne s'offre plus actuellement dans notre société, pour construire le meilleur projet en lien avec les habitants, à l'écoute aussi de tout ce qui se passe dans le site où on est implanté et le territoire. Donc concrètement, c'est ça ta spécialité, c'est d'occuper provisoirement des bâtiments qui sont plus ou moins désaffectés. Tout à fait. Donc d'après tes mots, c'est s'adapter au déjà là et occuper l'espace. Est-ce que tu peux te dire précisément quelques projets Bien sûr. Quelques projets sur lesquels tu as travaillé? Donc là, tu es surtout en région toulousaine, c'est ça? Tout à fait. Donc je suis implanté à Toulouse. Donc j'ai fait mes études. Donc je suis originaire d'Aveyron. Donc j'ai grandi à la campagne jusqu'à mes 18 ans et j'ai commencé les études à Toulouse. Et un des premiers projets qui m'a permis en fait de construire ce parcours-là, c'était dans mon projet de fin d'études, où j'étudiais en fait 3 grandes tours de bureaux au sud de Toulouse, qui étaient 20 000 m² de bureaux flambant neufs, et que je voyais en fait toutes les semaines quand je faisais la navette entre les 2 écoles, l'école d'archi et l'école d'ingé, que je voyais les grands planos à louer. Et c'est parti en fait de ce moment-là où j'ai commencé à étudier toute la vacance immobilière au départ d'entreprise, de bureaux, où on construit à Toulouse, sur l'aire toulousaine, plus de 100 000 m² de surface de plancher de bureaux, qui restent en partie vides pour une grande partie. On a une vacance immobilière assez importante, on a plus de 420 000 m² de bureaux vides à Toulouse.
Et je suis parti de ce constat-là en allant sur ce site de Bordelongue pour questionner qu'est-ce qu'on peut faire de ces espaces inoccupés. Donc ça, c'était en 2016. Ces tours de bureau étaient occupés à peine à 20%. Et dans le cadre au départ scolaire, j'ai eu un an pour étudier le quartier, les quelques personnes qui étaient dans les bureaux et les riverains pour imaginer avec eux qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme espace ou comme activité dans les espaces de bureaux qui étaient vacants. Et chemin faisant, j'ai eu plusieurs opportunités qui se sont révélées en fait en marchant. En fait, c'était vraiment en marchant qu'on a progressé. Et j'ai pu ouvrir un premier centre d'hébergement d'urgence dans une ancienne résidence étudiante qui était vide depuis 5 ans dans le site de l'ISAE, vers Jolimont, qui était une propriété de l'armée. Ils ont vidé la résidence étudiante pour faire un nouveau campus au sud de Toulouse. Et vu que c'était dans un plus gros projet immobilier, ils ont laissé le site vide pendant 5 ans. Donc c'était gardienné par l'armée, donc autant dire que c'était plutôt bien gardé, on n'avait pas eu de problème de squat. Et dans la période hivernale, on allait solliciter la préfecture pour ouvrir des places d'hébergement en urgence. Et au départ, la préfecture avait esquivé la question en disant que c'était trop cher et trop compliqué de rouvrir la résidence étudiante vu qu'elle était laissée à l'abandon. Et ils m'ont autorisé en fait à faire une contre-visite avec un collègue de l'agence intercalaire pour estimer et voir le temps qu'il faudrait pour rouvrir le bâtiment. Et en étant un peu plus juste et plus fin que leur service à eux, j'étais à la moitié de leur budget qu'ils avaient estimé et avec une hypothèse de 1 mois de chantier pour rouvrir la résidence. Et ils ont mis un peu de temps à nous donner le go, mais en fait, en 1 mois, du coup, en mars 2019, j'ai rouvert la résidence avec l'agence intercalaire et une autre agence d'archi pour m'aider, vu que ça allait très très vite. Et ça a permis de créer 220 places d'hébergement. Donc initialement, c'était pour 4 mois. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné, vu qu'on a fait le lien avec le quartier pour que le voisinage se passe bien et puisse comprendre le projet et l'accepter. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait tellement bien que la mairie a finalement décidé de ne pas démolir le site et de le rénover. Et au lieu de rester 4 mois, le projet est encore ouvert. Le dispositif a un peu changé. On est passé de 220 places à 125 pour avoir une meilleure ambiance dans la résidence. Mais on voit que ce genre de projet, du coup, offre en fait, des nouvelles opportunités dans la ville. Parce que on regarde les projets de manière très très classique. Là, quand ils auraient demandé à un archi traditionnel, il aurait chiffré une réelle réhabilitation. Sauf qu'on n'était pas dans ce milieu-là. On savait que c'était pour quelques mois, répondre à l'urgence, rendre habitable l'espace. Et en fait, ça permet de se donner des moments intercalaires vraiment dans la ville pour construire des projets avec un peu plus de liberté qu'on nous interdit actuellement. Et quand tu parles de places d'hébergement, à qui elles sont destinées ? Donc là, c'était exclusivement des familles qui étaient soit à la rue, soit hébergées à l'hôtel. Ou en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc là, c'était famille avec enfants, une centaine d'enfants sur les 220 personnes qui étaient scolarisés. En fait, il faut comprendre que ce que l'État était prêt à payer dans l'hôtel, pour payer la nuitée d'hôtel, elle ne pouvait pas payer en fait, derrière l'accompagnement social. Donc là, ce type de projet, il vient en complément à tous les autres dispositifs qu'on peut avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que par le budget, au lieu de payer des nuitées, on a pu payer la réouverture du bâtiment et l'accompagnement social dont ils avaient besoin. Et en fait, les familles restaient à peine en moyenne 4 mois en résidence pour accéder après derrière à un autre logement plus adapté. Et ces familles, c'est des familles de citoyens français qui sont dans le besoin, ou est-ce que c'est aussi ouvert aux migrants ? Comment est-ce que ça se passe ? Donc c'était une orientation de la veille sociale du 115. Donc du coup, on avait des familles à la rue de Français et d'autres personnes qui étaient en demande en fait de droit d'asile et des migrants. Donc c'était vraiment ouvert à tous les profils. Et pour parler donc récemment en fait aussi, il y a eu du coup en mars 2020 pendant la crise sanitaire où rebelote, l'État s'est questionné sur comment ouvrir en urgence des places d'hébergement pour
pour les personnes à la rue qui pouvaient être contaminées et qui n'avaient pas besoin d'être hospitalisées. J'ai eu l'occasion d'ouvrir un ancien centre d'hébergement qui était laissé à l'abandon depuis 3 ans pour recréer une 50aine de places pour les personnes à la rue contaminées du Covid. Et là, pendant la crise sanitaire, est-ce que c'est la ville qui est venue vers toi ou est-ce que c'est toi qui as été force de proposition ? Donc là, cette fois-ci, c'était fort en fait de l'expérience de l'année précédente. La préfecture en direct a repensé à moi en ayant en tête ce bâtiment, en ayant connaissance aussi que je l'avais déjà visité récemment avec la ville, en se disant bon, il faut aller très vite. Est-ce que c'est un projet envisageable et voir comment on peut faire. Et voilà, en termes d'environnement, c'est toujours la même idée de partir avec ce qui existe déjà pour limiter en fait son impact sur l'environnement en se disant on va pas reconstruire des nouveaux bâtiments dans l'idée de se dire là si on a une résidence étudiante de 125 chambres, pourquoi on s'en servirait pas, même si c'est pour 2 ans ou quelques mois selon la durée d'occupation et le budget qu'il faut y attribuer, mais ça permet de répondre à beaucoup d'enjeux tout en limitant en fait son impact sur l'environnement et de vouloir terrasser des nouvelles zones agricoles ou construire dessus pour de nouveaux logements ou autre. Et quelle est la différence entre rendre accessible des hébergements sur du bâti existant et faire une rénovation complète ? Alors c'est pas la même temporalité. Du coup, sur rendre vivable un lieu qui est déjà existant, on sait que l'occupation va être limitée dans le temps. Donc en moyenne, c'est minimum 1 an pour que ça soit quand même assez intéressant. Donc là, dans ce cas-là, c'était remettre en service toute la sécurité incendie, toutes les eaux, donc tous les fluides, l'électricité, l'eau chaude, vérifier qu'il n'y avait pas de problème sanitaire avec l'eau, réenclencher tous ces réseaux et s'assurer que ça soit suffisamment confortable et viable sur une année. Et c'est après à mettre en perspective en se disant derrière, dans 2 ans, il va y avoir une grosse rénovation lourde où là, on refait à neuf en fait, tout le bâtiment. Mais du coup, on n'est pas du tout sur le même budget. En ordre de prix, là, c'était 150 000 € de travaux hors taxes pour quelques mois d'occupation, alors que derrière, il faudrait plusieurs millions d'euros pour recréer à neuf et rénover en fait, ce type de bâtiment. Là, je pense que tout le monde a bien compris quelle était ta spécialité et quels étaient les enjeux liés à ta profession. Et avant d'aborder le rôle de l'architecte dans la société et son rapport avec les enjeux environnementaux, j'aimerais que tu fasses une présentation assez rapide de ton parcours scolaire, de tes études et pourquoi tu les as faites, parce que tu as un parcours assez particulier. Donc, comme je le disais au tout début, donc j'ai fait le double cursus ingénieur et architecte, donc DU. Avant, au lycée, ouais. Qu'est-ce que tu as fait ? Donc, en gros, dès 8 ans, je me suis dit, l'architecture, ça m'intéresse. Je faisais des petits plans à la maison. Je me souviens, je dessinais des maisons. Et au lycée, je me suis dit, je vais un peu lâcher prise et être plus ouvert à d'autres sans me dire, il faut pas rester sur ces idées-là. Donc j'ai fait un bac S et je me suis reposé la question à ce moment-là. J'avais fait le stage de 3e en architecture et c'est là où je m'étais dit, bon, c'est un peu qui tout double. Soit ça marche très très bien et on peut devenir un archistar et faire des projets qui nous intéressent, soit on peut basculer dans une certaine précarité et faire des projets beaucoup moins intéressants. Donc c'était plutôt pour me rassurer, ou peut-être mes parents, que je suis parti sur le double cursus ingénieur qui donne une légitimité, mais en tout cas qui permet de compenser ce qu'on reproche souvent aux archis, de ne pas être suffisamment technique ou de ne pas bien être bon sur la partie structure ou autre des bâtiments. Donc je suis passé d'abord par le cursus ingénieur génie civil, mais à l'INSA de Toulouse. En se disant, vu que je vais dans ce cursus-là, c'était mis en perspective en disant, dès la 3e année, je vais pouvoir basculer en architecture et commencer après le diplôme d'archi, donc en 3e année, qui m'a permis d'arriver en Master 1 à la fin des 5 ans de l'INSA de Toulouse pour avoir les 2 années d'architecte à Toulouse,
où là, en fait, j'ai eu beaucoup plus de liberté que je ne retrouvais pas en fait en ingénieur, vu que l'ingénieur dans le bâtiment, on va lui demander de calculer la structure, de dimensionner tous les éléments techniques et des équipements pour le bâtiment, qui peuvent être mis en perspective en fait avec une démarche environnementale. Mais du côté de l'ingénieur, c'est très peu. Enfin, certains bureaux d'études pourraient être amenés à faire du développement, etc. Mais en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus dans la partie conception de l'architecte que moi, j'y retrouve une dimension environnementale qui m'intéresse, qui n'est pas forcément liée à la technique, qui va être beaucoup plus dans être vigilant à comment on oriente le bâtiment, les types d'ouverture, le choix des matériaux, de retrouver des techniques de construction qu'on dit vernaculaires, mais en fait qui sont historiques. Là, je rénove une ancienne grange. Je me dis, on va partir sur une isolation au chaud et à la chambre pour éviter de partir sur des choses très standards qui ne sont pas adaptées en fait, à ce type de bâtiment. Et tout ça, c'est du rôle en fait, du concepteur qui va être du rôle de l'architecte et pas du tout de l'ingénieur. On va lui demander de valider des choix techniques. Donc, par architecte, tu as beaucoup plus le champ libre et une vision systémique des projets, et l'aspect ingénieur, génie civil te permet d'avoir une conception très technique. Tout à fait. Et ça t'apporte beaucoup dans ton travail au quotidien. Oui, c'est vrai que la construction en fait est de plus en plus technique et de plus en plus normée, entre guillemets. Et d'avoir le statut réel d'ingénieur, dans un premier temps, permet de donner le même langage. Donc du coup, ça fluidifie beaucoup plus les collaborations et ça permet du coup d'offrir une certaine légitimité à orienter le projet dans certains choix techniques des fois en poussant les ingénieurs dans leur retranchement pour aller étudier certains procédés. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'intérêt d'être dans la partie de la conception, du pourquoi on fait un bâtiment comme ça, que d'être dans le comment de l'ingénieur qui va dire comment on va le faire tenir. Donc de pouvoir allier les deux, de se dire on va orienter le projet dans ce sens-là, en ayant un peu l'expérience de comment on pourrait le faire tenir, c'est vrai que ça permet d'être beaucoup plus adapté en fait, aux situations et de s'ancrer réellement dans le projet. Donc, pour en revenir plus à ton parcours de façon pratique, tu as fait un bac scientifique. Voilà. Et après, tu es rentré directement en prépa intégrée à l'INSA. Voilà. Et est-ce que ce double parcours ingénieur et architecte, il est spécifique à l'INSA ou c'est un truc qui est généralisé Alors, je pense qu'il était spécialisé initialement. D'un point de vue historique, c'était vraiment l'INSA qui avait mis en place ce parcours par un jour, un étudiant qui s'est réveillé et qui a créé cette passerelle-là et qui après s'est formalisé dans le temps. Et vu que c'est de plus en plus recherché dans le milieu de la construction, par des grandes entreprises notamment, les parcours se sont généralisés aux autres INSA. Il y a d'autres écoles du bâtiment qui font des passerelles avec des écoles d'architectes. Et du coup, pour revenir sur le parcours, et notamment pourquoi je suis resté à Toulouse, c'est parce que j'ai eu la chance de pas mal voyager quand j'étais étudiant, notamment pendant les stages saisonniers, où j'ai pu aller aux États-Unis, au Mexique, dans une agence d'architecture, dans une ville patrimoine de l'UNESCO, à Puebla, et après en Espagne ou au Vietnam et autres. Et c'est en ayant vu à l'extérieur d'autres pratiques que je me suis dit, mais en fait, devant moi, il y a déjà, à Toulouse, il y a quand même beaucoup de choses à faire où je vois des problèmes, donc pourquoi pas se concentrer ici et dans une logique en fait de territoire, de vraiment connaître l'endroit où je suis pour tisser du lien avec le milieu associatif, etc., pour répondre aux enjeux et aux problèmes qui sont déjà présents au quotidien, que j'ai trouvé comme une évidence de me dire en fait pourquoi partir alors qu'il y a tout à faire et des choses à faire ici. Sur ton site internet, sur le site de l'agence Hors-Piste, tu as noté « L'architecture est un acte engagé ». Donc, grande question. Pour toi, quel est le rôle de l'architecte dans la société ? Alors, quand je l'écris, c'est un acte engagé, c'est parce que je crois qu'en fait, tout acte d'architecture est derrière
un reflet d'une vision de la société et qu'en soi, il devient pour moi politique. Si je décide de ne pas répondre à certains concours ou à des fois de refuser certains projets, c'est que derrière, ça ne reflète pas du tout la vision de la société que j'ai envie de léguer, même si c'est un grand mot, mais en soi, on laisse, pour le coup, l'architecte qui construit pour des fois des projets qui vont rester 100 ans ou maintenant peut-être beaucoup moins vu la durée de vie de certains bâtiments. Mais en soi, on laisse une trace tellement importante dans l'environnement que ça nous dépasse clairement. Et c'est important de se dire qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace derrière nous. Et du coup, dans ce sens-là, je trouve que c'est un acte engagé parce que c'est pas anodin. Ça a un impact beaucoup plus large. Et du coup, de choisir avec qui on travaille, pour quel type de projet, à quelle vocation derrière le projet il a. C'est pas du tout la même chose de produire des logements avec un bailleur social qui crée un organisme de foncier solidaire, par exemple, où derrière il y a des outils anti-spéculatifs qui permettent de créer du logement social qui reste pérenne dans le temps, parce qu'actuellement, en fait, en France, tous les montages juridiques permettent de limiter dans le temps l'anti-spéculation d'un bâtiment sur seulement 10 ans. Donc là, par exemple, je travaille avec le comité ouvrier du logement, qui ressort un peu à chaque fois le même exemple, mais en fait, ils ont construit un logement, un T3, en bordure dans le Pays Basque, qu'ils ont vendu 150 000 €. 10 ans après, l'appartement a été revendu 450 000 €. Et c'est ça un des gros problèmes dans les projets en milieu urbain ou dans des zones très attractives, c'est que l'État finance des logements sociaux, mais derrière, il y a une spéculation énorme dans ces types de projets-là, vu qu'il y a une nouvelle attractivité et autres. Et moi, je choisis aussi ces acteurs-là pour construire sur le long terme. Et donc là, sur un projet à Toulouse, on a derrière cet outil juridique qui permet de se dire on va produire du logement accessible et abordable, soumis à critères sociaux, notamment économiques, mais qui ne vont pas être limités que sur 10 ans. Ça va rester plus de 100 ans et beaucoup plus loin derrière, abordable. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose et la même vision de construire ce type de projet que de construire avec un promoteur où derrière, l'enjeu est juste de revendre au meilleur coût et plus vite pour un retour sur investissement. Donc là, tu nous parles surtout des enjeux sociaux. Et moi, j'aimerais bien m'intéresser quels peuvent être quels sont les enjeux environnementaux dans le travail d'architecte. Voilà. Donc, moi, la première chose qui me vient à chaque fois à l'esprit, c'est pourquoi on construit et est-ce qu'on pourrait construire moins pour avoir encore moins de béton et de construction dans un projet. Donc du coup, pour moi, je reviens sur construire avec l'existant et le déjà là, c'est devoir révéler déjà ce qui existe pour voir comment on peut l'exploiter au mieux et limiter son empreinte sur l'environnement. Un des gros enjeux pour moi, c'est aussi de limiter la part technologique dans les projets, parce que j'y crois de moins en moins. C'est pertinent, mais ça a vraiment des limites. C'est vrai que j'évite d'avoir des usines à gaz à l'intérieur du bâtiment où on pense limiter l'empreinte environnementale, mais derrière, quand on réfléchit à comment sont produites toutes les technologies qui vont autour. Est-ce que tu peux donner des exemples ? Ouais. Par exemple, tout ce qui va être panneaux solaires ou tartiner le bâtiment de technologies qui, des fois, en fait, à terme, il y a par exemple beaucoup de bâtiments de bureaux où, à une certaine époque, pour des labels environnementaux, on informatisait tout, on empêchait les fenêtres d'être ouvertes et c'était contrôlé sur ordinateur pour qu'il y ait une vraie ventilation, etc. en fonction des vrais horaires où c'est le plus favorable pour le bâtiment. Sauf en fait, ça devenait insupportable pour les habitants. Et au bout de 6 mois, c'était cassé parce que les gens, ils veulent pouvoir ouvrir leurs fenêtres. Donc du coup, il y avait toute une production d'eau chaude, etc. avec le soleil et autres. Mais en fait, rapidement, au bout d'un certain temps, c'était limité vu qu'en fait, les gens étaient enfermés en fait, dans cette technologie-là. Donc moi, je suis plutôt vraiment sur une orientation de réfléchir à comment on oriente le bâtiment, le choix des matériaux locaux. Est-ce qu'on ne peut pas reprendre des ressources déjà existantes, de construire avec la terre qui est sur site et d'utiliser en fait l'artisanat local. Mais après, ça pose beaucoup plus de questions sur trouver la bonne
la bonne maîtrise d'ouvrage, donc en fait les clients qui sont attachés à ces questions-là. Donc dans le particulier, c'est assez... ça peut se retrouver facilement, mais pour des projets un peu plus gros de collectifs, c'est vrai que c'est encore assez limité. On s'oriente de plus en plus vers ce type de projet-là, mais ça reste encore un peu limité. Tout le monde ne veut pas construire avec les ressources locales et dans une démarche de réemploi. Donc voilà, pour moi, la question aussi de la place de l'architecte, c'est d'éviter de créer du neuf à chaque fois. Donc là, c'est de voir comment on peut offrir de plus en plus de place aux questions de réemploi, donc de construire avec des matériaux issus d'autres chantiers, comme ce qui a toujours été fait quand on construisait en pierre et les châteaux. Le château était reconstruit sous le nouveau château ou les autres bâtiments, et on réutilisait les pierres qui étaient existantes. Et ça, en fait, on a, pour des questions économiques et d'industrie, on a tout mis à la poubelle, pour des questions aussi d'assurance, etc. Mais on s'oriente vraiment dans cette question-là pour que les déchets de quelqu'un deviennent les ressources de quelqu'un d'autre et qu'on construise en intelligence. Donc sur la question environnementale, pour moi, c'est déjà construire moins, construire mieux avec les ressources locales et dans une démarche écologique aussi avec, d'un point de vue social, éthique, de travailler et prendre le temps avec les artisans pour construire avec eux. La question de la pollution dans le bâtiment, c'est beaucoup les matières premières, j'ai l'impression, enfin, l'utilisation des matériaux. Et donc toi, tu parles beaucoup de réutilisation des matériaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, j'ai entendu parler, par exemple, de faire des structures en bois ou d'utiliser de la brique. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, la question de la pollution dans le bâtiment, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, mais dès qu'on peut trouver quand même il y a quand même beaucoup de choses à faire. On parle de l'amiante, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériaux et de ressources qui vont être limités et qu'on ne va pas pouvoir exploiter dans d'autres projets qui demandent à être traités de manière assez particulière. Donc, ça limite leur exploitation. En termes de pollution, ce qui est le plus courant dans les gros projets, ça reste quand même la pollution des sols. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, on pourra en revenir. Mais là, sur le bâtiment, un des projets sur lequel je travaille actuellement, c'est les anciens ateliers municipaux de la ville de Toulouse, qui était une ancienne usine de peinture au 19e et au 20e. Donc du coup, il y a du plomb, mais il y a aussi des fosses enterrées qui étaient du waste spirit, etc., qui ont pollué toutes les terres. Donc on avait un projet de potager partagé avec un peu d'agriculture urbaine. Donc c'est vrai que ça pose beaucoup de questions quand on voit qu'il faut dépenser 2,5 millions pour racler tout le sol et remettre de la nouvelle terre. De se dire, bon, on pourrait peut-être laisser là, le stabiliser pour que ça pollue pas plus tout ce qui est autour, et d'offrir d'autres méthodes d'agriculture urbaine hors sol ou dessus ces terres polluées. Donc ça, c'est un des gros enjeux, je pense, pour les architectes, c'est de réfléchir à comment on traite les pollutions de sol, vu qu'il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que c'est des montants tellement énormes par rapport à la construction, que ça me donne à réfléchir à comment on traite ce type de pollution sur les projets, en tout cas, d'architecture. Et sur le reste, tout ce qui va être construction de manière beaucoup plus saine, que ça soit avec les ressources locales de bois ou de briques. Moi, j'aimerais bien pouvoir aboutir à un projet de briques en terre compactée, les BTC, qui permettent de réutiliser en fait les terres du site. Quand on fait le terrassement pour créer les fondations, on récupère les terres existantes pour les compacter et produire les briques sur le chantier directement. Donc ça, c'est encore des projets dans les cartons. Mais là, sur le site de la Pujade, par exemple, celui dont je parlais, c'est un peu compliqué vu qu'on a les terres polluées, donc ça limite un petit peu. Mais on a des bâtiments existants qu'on va déconstruire. Donc c'est pareil, c'est de réfléchir. En fait, on change totalement de paradigme vu qu'on réfléchit le projet en se disant, sur le site, on part pas d'une table rase et de zéro. On va partir d'un site où c'est 9000 m² de terrain, où il y a 4 bâtiments existants. C'est de réfléchir le projet futur en se disant, bon,
Actuellement, on a des bâtiments, des anciens bâtiments industriels où on a des superbes charpentes en métal. On ne va pas les laisser tomber, on va réfléchir le projet totalement différent en se disant on a tel type de menuiserie, telle brique, telle charpente métallique, comment on va les injecter dans le futur projet. Et donc du coup, c'est pas du tout la même réflexion à avoir en se disant on a ces types de charpente que de partir de zéro avec la page blanche et son crayon dans la même. Et j'ai l'impression que tu travailles essentiellement ou peut-être exclusivement sur des projets très alternatifs, très innovants. Est-ce que il faut toujours se bagarrer pour réussir à les faire financer, à la fois par les banques ou par les bailleurs de fonds? Est-ce que ces organismes ils sont prêts à financer des projets comme ça qui sortent des sentiers battus? Alors c'est un peu au cas par cas. Je pense que se battre, c'est pas forcément un bon mot, mais en tout cas réussir à convaincre, ça c'est certain que c'est le gros challenge au quotidien. Sur le projet des bâtiments de bureaux vides pour faire de l'hébergement d'urgence à l'intérieur, ça par exemple c'est un projet auquel j'ai pas réussi à trouver des financeurs ou des gens qui seraient prêts à le faire. C'est pas forcément le problème de financement, mais c'était plutôt le problème de trouver un propriétaire de ces types de bureaux qui accepterait de le faire, parce qu'il faut comprendre qu'en fait ce type de bâtiment c'est simplement un pur produit financier, et derrière il n'y a pas généralement c'est pas un propriétaire, une privée, individuelle, une personne à qui on peut parler et faire toucher sa fibre sociale pour mettre en place ce type d'occupation temporaire avec une notion sociale. C'est derrière un groupe d'investisseurs, une foncière purement privée, noyée dans un parc immobilier de plein d'autres bâtiments où ils sont prêts à perdre de l'argent dedans. Donc eux, pour le coup, c'est un peu peine perdue. Donc c'est aussi pour ça que ça reste des sujets en suspens sur lesquels je travaille, mais qui n'ont pas trouvé en fait de preneurs. Pour tous les autres projets, souvent, ma démarche, c'est de partir du terrain pour trouver le bon projet et trouver le bon acteur qui est prêt à collaborer, à le financer et à être partie prenante. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais en tout cas, c'est clair que c'est le gros challenge de trouver un projet qui te plaît et qui te donne envie tous les jours de bosser dessus. Il faut être passionné, mais du coup, c'est ça qui est excitant, c'est de se dire, il y a tout à construire et de savoir presque de trouver qui est ton client, avec qui tu as envie de travailler pour faire ce type de projet. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux en fait à le faire, à créer soi-même son projet et donc du coup à trouver le problème et à aller trouver avec qui on va le résoudre et potentiellement la personne qui est ton client et qui va permettre de vivre juste de ton activité. En introduction, tu parlais parfois des collectivités qui faisaient des fausses consultations du public. Est-ce que vous arrivez à communiquer sur ces projets qui sont souvent solidaires et durables ? Alors ça serait faire une mauvaise pute pour moi de dire ça tel quel, mais c'est vrai que c'est pas des fausses consultations. Mais ce qui crée beaucoup de problèmes, c'est que les métropoles, enfin toutes les collectivités, avant d'aller rencontrer les riverains pour parler d'un projet, ils ont déjà fait beaucoup d'études en amont pour étudier la faisabilité. Et souvent, c'est des étapes de conception qui sont tellement avancées qui partent pas d'une feuille vide pour étudier avec les habitants quels sont les enjeux. Ils ont déjà avancé tellement d'études que le projet est déjà ficelé et monté pour démarrer rapidement. Que c'est dans ce sens-là que je me dis, on appelle ça de la concertation. C'est pour présenter le projet, faire remonter les remarques des riverains pour essayer d'améliorer le projet et le faire passer des fois de force pour certains projets urbains, où je trouve que on est de plus en plus dans une démarche où on veut que ça parte. Donc là, c'était une démarche top-down qui descend d'en haut et qu'on impose, alors qu'on est beaucoup plus dans une société ou en tout cas des générations de jeunes où on part des envies d'en bas qui vont remonter. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il
qui sont assez contradictoires par rapport à ce que les métropoles ou les projets urbains sont développés actuellement, même s'ils s'élargissent de plus en plus, mais de laisser une place de réelle co-construction avec les riverains pour travailler avec eux et construire les projets urbains, c'est un gros enjeu et c'est assez compliqué à mettre en place, mais ça peut exister. Et c'est plutôt comme ça que j'imagine les projets. Et on arrive à communiquer sur ces projets-là, en tout cas d'un point de vue architecture et agence intercalaire, notamment sur le projet de celui dont j'évoquais tout à l'heure des anciens ateliers municipaux qui étaient dans un appel à projet porté par la métropole. Mais c'est de notre côté des architectes qu'on est allé voir de suite les associations du quartier pour les mettre autour de la table et avant même de commencer, de réfléchir avec eux le projet qu'ils imaginaient pour leur quartier. Donc c'est comme ça que ça s'est construit, par exemple. C'est plus une question de calendrier de projet qu'autre chose. En partie, oui. Un calendrier souvent politique qui impose que le projet doit à des moments accélérer ou se ralentir et qui n'est pas du tout en adéquation souvent avec ce que attendent les riverains. Mais c'est un peu imposé, oui. Comme souvent, j'ai envie de parler d'agriculture. Bien sûr. Et pour faire le lien avec tes spécialités, j'ai envie de parler d'agriculture urbaine. Déjà, j'aimerais savoir quelle est l'image perçue par les citadins et encore plus par les porteurs de projets tels que toi de l'agriculture urbaine. Et si c'est possible ou si tu envisages d'intégrer ce type de production maraîchère, par exemple, à tes projets qui sont déjà durables et solidaires. Alors je pense que il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, notamment le projet de Yona Friedman, qui est un architecte qui parlait de l'architecture de la pauvreté, où en fait il imagine, et je pense que c'est vraiment l'avenir, c'est de se dire que l'enveloppe du bâtiment doit être productive, entre guillemets, donc offrir on a des ressources, c'est exposé au soleil, au vent, à la pluie, donc imaginez l'enveloppe du bâtiment comme un espace de production agricole, donc ça peut être en façade, sur les toits, donc offrir des espaces de production agricole, ça me paraît essentiel, de voir comment réfléchir, récupérer l'eau, être bien orienté pour pouvoir construire des anciens murs à fruits qu'on était capable de produire jusqu'en Angleterre au 19e et produire en plein hiver encore, jusqu'en automne ou autre. C'est des choses qu'il faut qu'on redécouvre, qui ont un peu disparu et qui me paraissent essentielles. Il y a le côté, comme tout, de la limite en fait de ce type de projet où des fois c'est des nouvelles usines à gaz qu'on intègre dans le bâtiment et je trouve que ça perd un peu de son sens des fois de vouloir forcer et d'avoir ce type d'agriculture qui sont parfois pas forcément pertinentes et qui sont en fait un peu ce qu'on saupoudre sur certains projets pour le faire accepter par les riverains en disant bon mais ça c'est la couche verte, le vernis vert qu'on nous met de plus en plus dans les projets. Donc je peux être assez critique des fois sur par exemple là sur Toulouse, rien que un projet qui a du sens sur un certain aspect de vouloir construire une tour en centre-ville et qui peut être intéressante dans certains aspects, mais la première chose qu'ils ont fait, c'est ils ont dit il y a des superbes terrasses végétalisées pour des îlots de fraîcheur, etc. en ville. Bon, des fois, c'est un peu le pipeau qu'on raconte pour faire passer, alors que moi, je crois beaucoup plus à se dire, bon, on va déjà limiter l'étalement urbain dans un premier temps pour pérenniser les zones agricoles propres et productives en tour de ville ou à proximité pour créer beaucoup plus de liens directs, d'accompagner cette urbanisation-là pour, dans les futurs projets, conserver des zones de maraîchage adaptées, viables, avec tout un parc immobilier qui permet en fait assez aux maraîchers d'être sur place et d'être en lien direct avec le développement des villes, parce que ça se comprend qu'il y en a qui veuillent repartir à la campagne et d'autres revenir en ville. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je trouve au cas par cas,
trouver la meilleure solution. Par exemple, là, dans ce projet de la Pujade, des anciens ateliers municipaux, où on a toutes les terres polluées, et se dire, bon, en soi, elles ne causent pas de problème de santé si on ne les touche pas telles quelles. Au lieu d'utiliser 2,5 millions pour enlever les terres, les remettre dans un endroit et les traiter, est-ce qu'on ne pourrait pas injecter 2,5 millions sur un autre type d'agriculture si on voulait faire des jardins, des petits jardins ouvriers, de se dire bon, mais on pourrait être en hors-sol et ramener de la terre dessus au lieu de vouloir creuser, rajouter de la terre propre à la place des anciennes terres polluées. Donc voilà, c'est plutôt je pense qu'il faut être dans une certaine finesse de se dire bon, au cas par cas, qu'est-ce qui est pertinent au lieu de construire sur des terres agricoles, est-ce qu'on peut éviter et voilà, trouver une manière intelligente d'éviter de tout gaspiller. Si tu es un féru d'Instagram et de YouTube, tu as dû forcément voir passer un très grand nombre de constructions dans des vannes, par exemple, ou dans des camions, dans des bus scolaires. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le cas des tiny houses. Mm-hmm. Donc, comprendre des maisons qui font environ une trentaine de mètres carrés maximum, il me semble, et qui sont sur roues. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision sur ce sujet ? Est-ce que c'est du bullshit de réseaux sociaux ou est-ce que c'est un vrai mouvement ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que ça répond vraiment à une vraie envie, notamment même moi, j'y pense de plus en plus, de vouloir vivre dans quelque chose de petit, à soi, qu'on a construit à son échelle et à son image. Je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'un point de vue juridique à vouloir limiter ce type de projet auquel on faisait référence aux gens du voyage, etc. Les dernières réformes d'urbanisme ont permis en fait aux mairies qui le décidaient de dédier des espaces à des personnes privées qui voulaient installer leur tiny house, sauf qu'ils ont appelé ça des petites pastilles qu'ils ont mis sur le cadastre et le plan local d'urbanisme. Et en fait, ça a très peu fonctionné. Donc, c'était pour ouvrir en fait l'habitat léger, donc tiny house ou d'autres types de projets de cet ordre-là. Sauf qu'en fait, ça a été avec toute la connotation négative, c'était de dire bon ben on les met là dans un site attribué, donc du coup caravane et compagnie et toute l'image négative qui allait dessus. Et je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas plus une pédagogie en fait des collectivités pour rendre compte en fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui trouvent ça un peu insupportable de payer autant pour un terrain alors qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus légères et d'être dans une certaine mobilité. Donc moi j'ai eu la chance de faire une étude avec la Caisse des dépôts et le Roi Merlin Source et Solia Nouvelle-Aquitaine sur les questions en fait de vivre, habiter la mobilité, parce qu'on se rend compte que la forme de la famille déjà a totalement changé. Elle s'est divisée par les divorces, par les familles recomposées, monoparentales et autres, et qu'il y a de plus en plus de mobilité géographique et sociale. Enfin, les gens partent d'une ville à une autre pour travailler, pour se former. Donc il y a beaucoup plus de stagiaires, d'étudiants qui partent en alternance ou autres, ou des personnes saisonnières. Donc du coup, ça répond vraiment à un profil, à mon avis, de personnes de plus en plus large que juste les saisonniers qui allaient d'un endroit à un autre. Je pense qu'il y a un réel engouement sur ce type de maison et il y a le projet Hameau Léger, l'association Hameau Léger qui accompagne en fait les particuliers et trouve au cas par cas aussi des architectes pour accompagner les collectifs qui voudraient implanter un lieu dans certaines villes où la mairie accepte en fait ce type de projet de tiny house pour structurer ces collectifs et produire des projets viables et qui dépassent en fait juste la notion de habiter et de poser et installer sa maison, mais d'être en lien avec, de ne pas être juste dans le passage, mais être vraiment dans un lien aussi avec les habitants locaux et tisser des partenariats et parfois des réels échanges plus constructifs. Et est-ce que tu as l'impression que c'est un élément de réponse à la frénésie de la construction des grandes villes ? En tout cas, la frénésie de la construction et le développement actuel fait que ça fait partir de plus en plus de personnes des villes. En tout cas, dans
dans certaines grandes villes comme Paris et rend attractif d'autres villes, que ce soit Toulouse, Montpellier, Bordeaux, des villes de plus petite échelle. Mais je pense qu'il y a en tout cas, ce type de projet de tiny house répond à de vraies envies d'avoir cette sensation de liberté, de pouvoir s'installer un peu où le vent nous mène et où il fait bon vivre. Et notamment dans des zones un peu moins contraintes d'un point de vue du marché immobilier, que ce soit dans des villes un peu plus moyennes ou à la campagne, tout simplement. Et tu te verrais quitter le centre-ville et construire ta tiny house ? Oui. Ou un tiny house ou une petite cabane avec dans un petit coin pour se couper un peu du monde. C'est vrai que ça donne toujours envie. Comment est-ce que tu vois le futur de ta profession ? Alors le futur de ma profession, je le vois vraiment comme un peu une sorte d'architecture qui est plus dans la transmission pour que les gens eux-mêmes fabriquent leur maison. Donc du coup, l'architecte serait plutôt comme un encadrant ou un enseignant peut-être qui transmet la grammaire de l'architecture ou le langage pour construire en sécurité et dans les bonnes pratiques, mais que les gens fassent par eux-mêmes déjà, ça serait chouette. Ça, c'est une pratique qui est relativement courante à la campagne. En dessous d'une certaine surface, on n'a pas besoin de faire appel à un architecte. Ça existe déjà. Et ça a toujours existé. Ça a été pas mal encadré après coup pour limiter un petit peu ces projets-là, mais c'est de plus en plus en vogue, ce qu'on appelle l'autoconstruction, où les gens veulent faire par eux-mêmes et construire pour eux. Il y a un aspect économique qui est certain, mais une volonté de faire, tout simplement. Et je pense que les architectes ont un grand rôle à jouer de ce côté-là pour être dans un réel échange et permettre... les plus belles villes, souvent historiques, médiévales, etc., tout était en autoconstruction et c'est ce qu'on trouve beau maintenant. Donc du coup, redonner cette liberté-là aux gens de faire par eux-mêmes parce qu'ils ont parfois beaucoup plus de créativité que tout ce que nous, on peut faire en tant qu'architecte parce c'est eux qui font par leurs mains. Je trouve que c'est essentiel de retrouver ça, même si ça ne peut pas répondre potentiellement à tous les gros enjeux de crise du logement et vouloir produire du logement accessible, abordable en nombre. Mais je pense qu'il y a le juste milieu à trouver pour qu'on puisse répondre et satisfaire tout le monde. As-tu des conseils à donner aux jeunes qui voudraient se lancer dans ton secteur ? Donc du coup, moi, ce qui m'aurait peut-être rassuré, c'est de croire vraiment à ce qu'on fait. Et si on trouve ça juste, de ne pas avoir peur de foncer dedans et d'y aller jusqu'au bout. Les études d'architecte sont assez... je trouve qu'elles détruisent un petit peu les personnes. Il y a eu pas mal d'articles d'ailleurs récemment qui sont sortis sur les dépressions, les suicides dans les études d'architecte, parce que souvent derrière c'est des architectes qui te forcent à rentrer dans leur moule à eux, dans leur cadre à eux, dans leurs principes à eux, et qui sont pas du tout à sortir le meilleur des personnes. Et je crois que moi, par le double cursus, je m'en suis assez protégé d'accepter les critiques, et c'est normal, et on progresse tous en se remettant en question. Mais au fond, de savoir dans quoi je voulais aller, et d'y croire, et de faire, et de m'encadrer par les bonnes personnes pour me soutenir et travailler en collaboration dans cette perspective-là, et de ne pas se laisser abattre par des fois des retours d'enseignants ou de professeurs qui sont juste là pour casser, et de se dire, on n'est pas là pour répondre à toutes leurs frustrations à eux dans leur métier, et de se dire, c'est des erreurs de parcours et de casting, mais de se dire, non, il ne faut pas perdre espoir et continuer. Parce que je trouve que ces types de formations sont assez destructrices pour les personnes. Je pense que ce conseil, il est valable pour beaucoup d'études, surtout quand on veut sortir de l'ordre établi et qu'on a envie d'innover ou de faire quelque chose de différent. Et je me retrouve beaucoup dans ce que tu viens de dire. Je me retrouve dans mes études scientifiques, parfois un prof qui va casser ou on essaye de nous faire rentrer dans une case, et c'est toujours difficile. Et
Et moi, j'apprécie beaucoup ton conseil. Dans le même ordre d'idée, si tu pouvais revenir en arrière et parler au Geoffrey de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Un peu la même chose, de ne pas hésiter et d'aller à fond sur la création, parce que c'est quand même, en tout cas moi peut-être dans mon milieu à moi, c'était assez dévalorisé ou peu reconnu, voilà, par rapport au milieu scientifique. La partie artistique et création était pas négligée, mais beaucoup moins mis en valeur, et donc du coup voilà, de croire en soi et d'y aller à fond dans la création et de se laisser rêver. En fait, c'est surtout ça. Et je pense que finalement j'ai assez réussi à préserver un peu ce côté d'ouverture d'esprit, mais un peu de naïveté d'enfance, d'être pied terre à terre avec le côté scientifique, mais de s'autoriser à rêver, parce que sinon on perd tout moteur en fait de création et d'envie de faire mieux. Donc voilà, ça serait ça, de préserver ce côté rêveur d'enfant et de le stimuler pour rendre les choses un peu plus agréables et sympathiques. Aurais-tu une recommandation culturelle ? Alors, un de mes livres de chevet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Yona Friedman, un architecte qui a beaucoup écrit et beaucoup dessiné sur l'architecture. Il imaginait que par le dessin, on pouvait expliquer le monde. Et du coup, il a conçu beaucoup d'ouvrages, utopies réalisables ou autres. Et je conseille vraiment tous ces ouvrages que j'ai redécouverts même récemment, comme l'architecture de survie, qui sont des bonnes références sur ce qui a déjà pu être imaginé et construire ensemble. Si les auditeurs ont été touchés par ton discours et ont envie de suivre les activités à la fois de Hors-Piste et de l'agence intercalaire, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Donc du coup, on est très mauvais, je crois, en communication, mais en tout cas, on essaye de mettre à jour notre Facebook et Instagram et les réseaux sociaux et notre site internet. Donc du coup, il faut juste taper Toulouse et nos structures Hors-Piste Architecture ou l'agence intercalaire pour nous suivre. Et le plus simple, c'est de nous envoyer un petit message où là, on prend beaucoup plus de temps en fait à accueillir les gens sur site ou à échanger par téléphone que de communiquer sur nos projets. Mais bon, voilà, on va s'adapter. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu peux nous suggérer un invité pour le podcast ? Pas un architecte. Alors, pas un architecte. Donc c'est vrai qu'il y a un sociologue avec qui j'ai travaillé, ou avec qui d'autres sociologues avec qui je travaille, notamment Johan Lopez, avec qui j'ai travaillé sur l'étude d'habiter la mobilité. Donc ça sera moins archi et moins agriculture, mais il y a quand même une notion ethnologique dans tout ce travail-là qui peut être assez intéressant. Ok, super. Merci beaucoup Geoffrey. Merci beaucoup, avec plaisir. Et voilà, cet épisode de Poids Plume est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, je vous invite à nous suivre sur Instagram, sur nos comptes oiseau.bondissant et Poids Plume Podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.